Kémy Séba pourra-t-il franchir la zone de transit de l'AIBD le 27 avril prochain? Selon le juge, le dossier n'est pas en état d'être jugé aujourd'hui. C'est la raison de ce renvoi. Kémy Séba retenu depuis hier, vous le savez, par la police des frontières à l'AIBD. Un acte illégal selon son avocat. Mohamed Samb et Modou Diop. L'arrêté d'expulsion interdisant l'accès au territoire sénégalais à Kémy Séba est illégal, juge l'avocat de l'activiste. Maître Khoureyshiba qualifie cet acte de violation grave des droits de son client. Parce que c'était un arrêté donc, qui est devenu caduc, parce qu'il a déjà servi. C'est comme si vous allez devant le médecin en 2017 pour trouver un médicament, il vous fait une ordonnance. En 2020, vous tombez malade, vous ne pouvez pas, un pharmacien de bonne foi ne vous vendrait jamais le même médicament. Kémy Séba étant citoyen de la CEDEAO, il peut circuler librement, estime son conseil. Lui, il le sait tellement qu'il voyage maintenant avec ses documents de CEDEAO. Vous savez, quand un Béninois vient au Sénégal, il est chez lui au Bénin, parce qu'il est dans l'espace de la CEDEAO, qui consacre le principe de la libre circulation des personnes et des biens. Donc ça ne devrait pas poser de problème. Parce que d'autant moins que lui, il n'est pas banni, il n'est pas privé de sa liberté d'aller et venir. Donc il n'y a aucun problème techniquement qui s'oppose à ce qu'il entre sur le territoire sénégalais. Surtout pour déférer à une convocation de justice. L'incident à l'aéroport ne laisse pas indifférent Maître Khoureyshiba. La robe noire soutient que les liberticides se perpétuent au Sénégal. Non seulement on l'a mené à une destination qu'il ne voulait pas, mais on l'a privé toute la journée durant jusqu'à 22h, de 16h à 22h, de la présence de son avocat. Ce qui est particulièrement grave. C'est des cruautés inutiles et c'est des violations vraiment de la loi qui ne servent plus à rien dans le monde actuel. Au Sénégal, je pense que nous avions dépassé cela. Kémy Séba maintenu en zone de transit à l'aéroport international Blaise Diagne alors qu'il devait comparaître ce lundi au tribunal pour le procès qui l'oppose à la BCEAO. Pour Maître Khoureyshiba, la police doit faire preuve d'esprit de dépassement. Merci Mohamed. Une gouvernance fast-track, c'est la promesse de ce second mandat du président Macky Sall. Alors, un an après sa réélection, la désillusion est immense selon certains observateurs qui redoutent la dette exponentielle du Sénégal. Une dette pourtant nécessaire pour mettre sur pied des projets structurants. Alassane Ba, Ababakar Kamara. Abdou Fati n'est pas convaincu par le fast-track du président Sall. Au finish, c'est un grand navet. Au finish, c'est des désillusions. Parce que, comme le disent les Wolof, les lenteurs administratives sont là. Avec la suppression du poste du Premier ministre, qu'est-ce qu'on constate? On constate une armée mexicaine. Chacun fait ce qu'il veut. Il n'y a pas de coordination par rapport aux réformes. Constat, tout est plombé. Sur la question de l'endettement, elle fait toujours l'actualité. Dr Thierno Thioune et Habib Ndaw ont chacun sa propre lecture. Dans les 9 500 milliards d'endettement possible, le Sénégal ne peut plus lever que 5,5%, moins de 440 milliards. Alors que, vous savez que le Sénégal est dans une ambition de transformation structurelle. C'est vrai qu'il y a une volonté politique d'investissement massif. Maintenant, il y a quelques difficultés qui sont notées parce que les fruits des réformes et des politiques publiques et économiques qui sont attendus tardent à être ressentis par les concitoyens. Maintenant, je crois que les perspectives sont là. Il y a des espoirs, notamment des efforts importants qui ont été déployés depuis un certain temps par l'administration fiscale. Le débat n'est pas est-ce qu'on doit s'endetter ou pas. Il est communément accepté par l'ensemble de la communauté financière mondiale qu'un pays ne peut pas avoir de la croissance sans un endettement. Donc on assume l'endettement. L'utilisation de la dette est connue, c'est pour des projets structurants qui auraient dû être faits par les régimes précédents et qui n'a pas été le cas. Une année après sa réélection, nos interlocuteurs tirent le bilan. Un bilan à mi-parcours pour le chef de l'État. C'est un bilan négatif pour nous parce que ça ne se ressent pas sur le quotidien des Sénégalais, ça ne se ressent pas sur le quotidien des fonctionnaires que nous sommes, ça ne se ressent pas sur les entrepreneurs qui sont ici. Même si des efforts sont faits parce que le Sénégal enregistre depuis plus de 6 ans une croissance et une performance économique
À mon avis, je crois que c'est un bilan mitigé parce que comparé aux pays émergents qui sont nos références. Depuis le 24 février 2019, le président Macky Sall a pris des initiatives. Ne serait-ce que dans le domaine, par exemple, de l'énergie, Taïba Ndiaye va être inauguré aujourd'hui. Dans le domaine des initiatives concernant la gestion du pétrole et même le lancement des appels d'offres. De l'avis du secrétaire exécutif de l'Observatoire de la qualité des services financiers, il faut réviser les ratios d'endettement. Ce ratio de 70% n'a plus de sens compte tenu du fait qu'on va recevoir des recettes pétrolières additionnelles dans le budget. Ouais, Alassane, une année remplie de polémiques entre le recul démocratique théorisé par une frange de l'opposition et le clair-obscur autour du troisième mandat du président Macky Sall. Certains observateurs regrettent la relégation au second plan de la question sociale. Voyons tout cela avec Pape Faraning et Moudou Diop. Emprisonnement des opposants, interdiction de marche. Opposants et analystes politiques pensent que les acquis démocratiques ont beaucoup reculé une année après la réélection du président Macky Sall le 24 février 2019. Ce qu'on appelle l'arrêté Ousmane Ngom. Mais pour moi, vraiment, c'est le recul démocratique le plus palpable. Avant, ils avaient combattu le fait qu'un président puisse garder, n'est-ce pas, son titre, n'est-ce pas, de secrétaire général du parti. On parlait maintenant des emprisonnements avec le cas Guy Marius-Sagna. Le fait même d'envisager le troisième mandat, pour moi, c'est un recul démocratique. Aujourd'hui, l'interdiction des marches est devenue une règle et l'autorisation une exception. L'article qui parle de l'offense au chef de l'État, des articles qui sont aujourd'hui utilisés comme instrument à la disposition du pouvoir de la majorité contre ses adversaires politiques. Pour la majorité, le dialogue national illustre parfaitement la consolidation de notre démocratie. Depuis l'arrivée du président de la République, Macky Sall, sur les marches qu'on a interdites, ça tourne autour de 1,5-2%. Que le président de la République a réuni toutes les forces vives de la nation autour d'un dialogue national. Et c'est extrêmement important. Sur le front social, un désaccord total entre l'opposition et le pouvoir. Ce qui fait aujourd'hui l'actualité avec la hausse du prix de l'électricité. À côté de cette hausse, vous vivez comme nous la hausse du coût du loyer. Et nous notons également la hausse au niveau des denrées de première nécessité. Le terrain de l'entrepreneuriat. Et pour ça, le président de la République a mis en place l'ADER. Et l'ADER a permis à financer beaucoup des milliers de jeunes au Sénégal. Pour moi, il a un problème de priorité. Donc, il ne parvient pas vraiment à mettre sur les vraies priorités des Sénégalais. S'il arrive à cette conclusion, à ce constat-là, en disant que ceux-là, n'est-ce pas, qui se mettent à commenter tout ce que j'ai dit, ils n'ont rien à faire, ce sont des désœuvrés. Ça veut dire que quelque part, il a échoué. Au moment où les partisans du président se glorifient de la politique infrastructurelle et sur l'emploi des jeunes, l'opposition peint d'une couleur sombre le bilan du président Macky Sall. Et arrêtez-nous aujourd'hui sur cette déclaration qui gonfle une nouvelle fois la polémique. L'histoire du président de la République avec le Sénégal n'est pas terminée. Elle nous mène en 2035. L'annonce est du secrétaire général de la présidence, Mohamed Boun Abdallah Dionne, à Guédiawaye. Là-bas, la COJER organisé un forum sur le programme du chef de l'État, Asmali Diop Salif Sow. Sans dire comment, le dernier directeur de campagne du président de la République parle de nouvelles feuilles de l'histoire contemporaine qu'écrira le chef de l'APR. L'histoire du président Macky Sall avec le peuple sénégalais n'est pas terminée. Et 2035 le job, Inch'Allah. L'histoire du président Macky Sall avec Guédiawaye n'est pas terminée. L'histoire du président Macky Sall avec le peuple sénégalais n'est pas terminée. Parce qu'il nous convie à l'émergence pour 2035 et il nous amènera à l'émergence par ses idées, par son amour pour le pays, un amour sans limite. N'est pas terminé. L'histoire n'est pas terminée. L'histoire n'est pas terminée, certes, mais l'histoire retiendra que l'heure et le travail reconnaît l'un des visages du régime actuel. Parce qu'il est venu l'heure du travail et de la consolidation du travail, le temps de l'action depuis 2012, et cette action, il nous faut la saluer
mais l'a salué de manière qualitative autour d'un sursaut, autour du président de la République pour qu'ensemble, avec les forces vives du pays, il continue à produire et à travailler pour le pays. La COJER de Guédiawaye a organisé un forum départemental pour revenir sur les réalisations et promesses en attente du président de la République. Et naturellement, cette sortie a suscité plusieurs réactions de l'avis de Dr Maurice Soudieck-Dione. Mohamed Dionne continue d'entretenir le flou autour de la candidature, de la troisième candidature du président Macky Sall. Maurice Soudieck-Dione interrogé par Alassane Ba. Le président Sall avait été élu pour un mandat de 7 ans en 2012. Et donc, comment on peut être élu pour un mandat de 7 ans et engager le pays jusqu'en 2035. Et donc ça, c'est une première aberration parce que le temps du programme doit couvrir le temps du mandat. Deuxième remarque à faire par rapport à cela, c'est que l'ex-premier ministre, le ministre d'État Mohamed Boun Abdallah Dionne, est dans la continuité de la déclaration du président Macky Sall le 31 décembre 2019, qui disait à la question de savoir s'il allait poser pour la troisième fois acte de candidature à la présidence de la République, il avait dit ni oui ni non. Donc aujourd'hui également, son ministre d'État entretient le flou artistique par rapport à cette troisième candidature, et cela n'est pas étonnant, mais je crois que au-delà de ces contradictions, le président aurait pu s'en tenir à ce que dit la loi fondamentale dans son esprit et dans sa lettre. Nul ne peut faire plus de 2 mandats successifs. Venons-en à cette opération de déguerpissement dans Dakar. La nuit dernière, le rond-point Liberté 6 vidé de ses occupants. Beaucoup de commerces ont été délogés. Le rond-point, vous le savez, serait également sur le tracé du BRT, opération de déguerpissement. La nuit dernière, comme vous le voyez sur ces images, nous sommes retournés sur place ce matin. Ça roule mieux que d'habitude et la vue était complètement dégagée. Regardez ce reportage de Habib Faye et Mardieng. Pas l'ombre d'un étal au rond-point Liberté 6. Au lendemain du déguerpissement, les vendeurs sont toujours sur les lieux, des visages renfrognés qui cachent de l'amertume. Ils ne savent plus à quel sens se vouer. Un bonheur pour les conducteurs qui apprécient la fluidité de la circulation. C'est bien de déguerpir, mais il faut aussi penser à embellir ce lieu, le rendre plus attrayant. Actuellement, ça va. Ça doit continuer. Vous ne voyez plus d'embouteillage ici. Le lieu est plus vaste maintenant. Et nous pouvons distinguer les deux libertés 6 et 5. Après l'opération de désencombrement, nos interlocuteurs invitent le gouvernement à mettre en place des mesures d'accompagnement. Ces jeunes qui étaient sur le site doivent être recasés. Nous interpellons l'État, mais aussi les travaux qu'il fera ici doivent générer de l'emploi pour aider ces jeunes. L'encombrement était dû à ceux qui viennent chercher du travail et cela va continuer car le gouvernement semble avoir du mal à les recaser. Le rond-point Liberté 6, situé entre les deux SICAP Liberté 6 et 5, est aujourd'hui plus vaste. En attendant les travaux du BRT, le site se vide de ses occupants. Merci Habib et signaler que selon le préfet de Dakar, les impactés en règle seront indemnisés. Les dossiers sont actuellement à l'étude. Parlons de consommation à présent. Le vice-président de l'ASCOSEN prend le contre-pied du ministre du Commerce qui a parlé d'un consensus autour de la baguette de pain à 200 francs. Mohamed Sissé se désole de cette sortie du ministre et dit tout son désaccord. Il est interrogé par Aminata Maresso. Le président national a été toujours cohérent en disant au ministre que si la baguette de pain de 4e format rentrait dans le marché, on ne trouvera plus la baguette de 190 grammes. J'ai dit la même chose lors du Conseil national de la consommation au ministre, en lui disant, Madame le ministre, nous craignons que cette baguette de pain, s'il rentre dans le marché, quelle garantie vous nous donnez? Parce que nous avons été roulés dans la farine et on va être encore roulés dans la farine.
Et nous avons eu raison sur le ministre. Parce que les boulangers de Diourbel ont fait des baguettes de 200 francs et n'ont pas fait les baguettes de 190 grammes comme prévu par la règle. Les jeunes de Diamniadio étaient dans la rue ce dimanche. Ils exigent l'érection de ralentisseurs et d'une brigade de sapeurs-pompiers. Car selon eux, cette localité est devenue accidentogène. Très en colère, ils interpellent les autorités suivant leur porte-parole Pape Moussaba avec notre équipe à Rufisque. Diamniadio aujourd'hui est dans le désarroi, tout simplement parce qu'il y a la récurrence des accidents mortels qui emportent la vie des populations de Diamniadio tous les jours et nous n'en avons plus, nous en avons marre, nous ne pouvons plus en réalité supporter cette situation, raison pour laquelle on a mobilisé toute la population de Diamniadio pour montrer notre mécontentement, mais montrer notre désarroi face à cette situation. Nous voulons des dodanes, nous voulons des ralentisseurs pour Diamniadio, nous voulons également un détachement d'une équipe des sapeurs-pompiers de manière permanente à Diamniadio. Parce qu'à chaque fois, lorsqu'il y a un accident, les sapeurs-pompiers quittent Rufisque pour venir à Diamniadio et ils mettent plusieurs heures avant d'arriver. Et l'irréparable se produit à chaque fois. Et pour cela, nous demandons qu'un détachement d'une équipe de sapeurs-pompiers soit mis à la disposition des populations de Diamniadio de manière permanente. En attendant la construction d'une caserne de sapeurs-pompiers pour Diamniadio, car nous en avons besoin. Alors maintenant, dans le sud, faire de la pisciculture la solution à la pêche irrégulière dans le fleuve Casamance, à la salinisation des rizières de l'arrondissement de Niaguis et au chômage des jeunes qui s'adonnent à l'immigration clandestine. C'est la raison pour laquelle plusieurs étranges ont été réalisés dans l'arrondissement de Niaguis et des centaines de poissons y ont été récupérés. À ce propos, écoutons les explications de l'un des acteurs au micro de Boubacar Diassi et Lamine Mordian. L'idée nous est venue parce qu'on a constaté qu'il y a le pillage d'une ressource halieutiques et qui a fait qu'on a mis en place ce projet pour lutter contre le pillage de nos ressources halieutiques et surtout aussi la désanisation de nos terres. Parce qu'on a vu que la terre, nos rizières sont envahies par le sel. Ce qui fait qu'aujourd'hui, ce projet entre dans le cadre de la désanisation des terres à travers la pisciculture. La durée, c'est 6 mois, en principe, c'est 6 mois. Et nous avons 4 étangs que nous avons mis en place, qu'on avait aménagé pour... Vous voyez, c'est d'ailleurs notre défi, c'est au niveau de toute la Casamance naturelle, faire des étangs au long des étangs, des tannes, pour pouvoir récupérer nos rizières et aussi donner de l'emploi aux zones fixées, les zones qui vont à la migration clandestine. Le plus souvent, on le fait en collaboration avec des GIE qui sont dans les villages qu'on formalise, pour qu'on puisse travailler avec ces gens-là, pour au moins que ces gens-là aussi puissent bénéficier des ressources halieutiques. Alors maintenant à Kaolack, les attentes des journalistes et reporters de la zone centre de la Convention des jeunes reporters. Ils ont listé leurs doléances lors de l'Assemblée générale de renouvellement de la structure zone centre. Meilleure considération, amélioration des mauvaises conditions de travail, bourse d'études, problème de la formation. À l'issue de l'AG, la correspondante du journal L'Observateur a été portée à la tête de la Convention zone centre. Compte rendu Ibrahima Djamé Faligaï. La salle de délibération de la mairie de Kaolack a accueilli l'Assemblée générale de la Convention des jeunes reporters de la zone centre. Marie-Bernadette Sène du quotidien L'Observateur a été portée à l'unanimité à la tête de la structure en remplacement de Mohamedou Mokhtar Sarr de Walfadjri. C'est pour la première fois on a mis une femme à la tête, donc c'est un nouveau défi. Et je demande à mes amis, mes frères, mes confrères, je tends la main à tout un chacun pour qu'ensemble, qu'on puisse relever les défis ensemble. L'amélioration des conditions de travail, une meilleure considération à l'égard des reporters dans les régions, la formation initiale et continue sont entre autres les préoccupations soumises par les confrères. Et parce que le métier de journaliste est un métier difficile, c'est un métier où il faut apprendre au quotidien, il faut se former tous les jours. Donc on a besoin des bourses pour que les jeunes qui sont dans les 4 régions ciblées puissent bénéficier de ces bourses. C'est plaider la cause de tous les jeunes reporters
pour qu'on puisse accéder à ces formations-là. Des doléances qui recoupent la mission et le bien fondé de la structure. La Convention a deux principales missions. La première, c'est la formation initiale et la deuxième, la formation continue. Parce que nous savons qu'à l'intérieur du pays, il y a des confrères qui n'ont pas malheureusement pu bénéficier des formations, comme ceux qui sont à Dakar, qui ont eu l'opportunité de fréquenter des écoles comme ISEC, ISIC, CECI, raison pour laquelle, dès sa création, la Convention, depuis maintenant 10 ans, sa mission était de faire donc de la formation sa mission première, raison pour laquelle nous sommes là ce matin à Kaolack. Ils étaient venus nombreux répondre à l'appel. Les reporters des régions de Fatick, Kaffrine et Diourbel ont pris part à l'Assemblée générale et pour chacune de ces régions, un coordinateur point focal a été choisi. Merci Ibrahima. Et puis, santé, des risques de pandémie du nouveau coronavirus annoncé par le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé. En conférence de presse ce lundi, il a appelé le monde à se préparer à une éventuelle pandémie. Le directeur général de l'OMS juge très préoccupante l'augmentation soudaine de nouveaux cas en Italie, en Corée du Sud et en Iran. Le bilan de l'épidémie a atteint ce lundi 2592 morts en Chine continentale selon les autorités sanitaires. En Italie, on dénombre au moins 165 personnes contaminées et 6 morts. Le bilan national en Corée du Sud s'élève à 833 et 7 morts. L'Iran a atteint le chiffre de 47 personnes contaminées et 12 décès ce lundi selon le journal Le Parisien. Et puis un mot de sport, championnat Ligue 1 sénégalaise, 11e journée, un match nul vierge entre l'US Gorée et Casa Sport. Un résultat qui permet aux Casacés d'arrêter l'hémorragie. Le coach des Verts et Blancs estime qu'il va changer la donne. Sidat Sarr, coach de l'US Gorée, ne crache pas sur ce point du nul. Pape Farning, Ababakar Kamara. 5 matchs sans défaite. L'US Gorée essaye de résister après un mauvais départ. Les insulaires n'ont pas eu beaucoup d'occasions franches pour redresser la pente. Quand tu regardes un peu le début du championnat, on a enchaîné avec 5 défaites. Aujourd'hui, on enchaîne avec 5 matchs sans défaite. Je pense que je dis, on touche du bois, je dis bravo, on a bossé pour arriver à cette stade de la Coupe. Beaucoup de regrets chez les Casacés après la défaite à domicile la semaine passée. Les partenaires de Fossé Senghor ont manqué aussi de réalisme. Qu'on devait gagner, qu'on n'a pas pu gagner, c'est vrai qu'on est à l'extérieur, mais aussi l'équipe était à notre portée. Mais malheureusement, nous n'avons pas pu scorer. Et cela, nous savons que c'est parce que nous avons des jeunes que nous sommes en train de préparer et nous sommes en train de travailler. Et je pense que jusqu'à présent, la mayonnaise n'a pas encore pris. Et je demande aux gens de comprendre et de patienter. Les équipes en difficulté, surtout à domicile. Les deux coachs sont confiants pour la match retour. La plupart des matchs qu'on a perdus, c'est à domicile. Parce qu'à domicile, quand l'adversaire vient, il ne joue pas. Et même quand on sort, l'adversaire ne joue pas. Donc, ça va être difficile parce que c'est des jeunes qui n'ont pas encore l'expérience. Et on est en train de travailler pour leur permettre d'avoir le maximum de temps d'entraînement. Et quand ils auront assez de temps d'entraînement, je pense que ça va être facile parce qu'on est en train de travailler avec eux. Comment, n'est-ce pas, déstabiliser une défense qui a un bloc défensif qui est vraiment bas. On va essayer de continuer sur cette dynamique. Parce qu'aujourd'hui, il ne faut pas s'attarder. C'est un championnat qui est là. Il nous reste encore 2 matchs à jouer pour terminer les phases allées. Je pense qu'on a eu la confiance des dirigeants qui nous ont laissé travailler. Ce qui se passe, c'est essayer de prendre le maximum de points surtout à domicile. Et je pense que ça, on est sur cette bonne voie. On va essayer de continuer le travail pour réussir notre mission. Un match nul vierge qui n'arrange pas les insulaires et les sudistes. Ils vont devoir se batailler ferme pour renverser la vapeur avant la fin du championnat. Merci Pape Farah, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Un bulletin météo avant de se quitter. Une couche de poussière intéresse progressivement l'ensemble du territoire à partir de ce soir jusqu'au jeudi 27 février. Les localités nord-est sont les plus affectées par ces particules de poussière qui vont se propager vers les régions centre et sud sur la côte Dakar-Mbour. Fatick, une poussière qui va se densifier sur tout le pays, notamment dans la journée de demain. Sortez donc enturbané ou portez un masque, c'est selon. Aram Touré, vous préférez ?